Donc, on parlera aujourd'hui de l'archéologie commerciale en Afrique subsaharienne. Et bien que le Sahara va au-delà de pays maghrébins, on compte tous les pays, commençant par la Mauritanie, tout à l'ouest, jusqu'à Djibouti, tout à l'est, parmi les pays subsahariens. Donc évidemment, je ne vais pas vous parler de chaque pays aujourd'hui, mais l'objectif est de contextualiser la situation dans laquelle l'archéologie commerciale ou préventive se réalise en Afrique, et en illustrant aussi quelques études de cas spécifiques. Donc voilà l'organisation de cette présentation. Je vais commencer avec le cadre historique et politique de l'archéologie africaine parce qu'elle est bien spécifique et particulier. Après, je vais parler des défis actuels d'aujourd'hui, dont un est le boom économique dans le secteur minier et le secteur d'infrastructure qui présente une vraie menace sur le patrimoine culturel du continent. Donc, dans ce cadre-là, on va parler de la croissance économique de l'Afrique. Ensuite, je vais vous parler un peu du cadre législatif qui permet la réalisation des projets de l'archéologie commerciale. Et ensuite, je vais me tourner un peu vers la pratique et comment ça se passe au terrain, et ce qui va nous amener à la création de Heritage Management Services, dont Agnès a déjà fait l'introduction, un spin-off de l'ULB, qui avait comme objectif de faire des études d'impact sur le patrimoine culturel en Afrique subsaharienne et d'entreprendre des fouilles de sauvetage. Et à la fin, on va parler un peu des défis et perspectives pour la discipline sur les continents en Afrique. Donc, commençons au début. L'archéologie a été introduite lors de l'expansion coloniale à la fin du 19e siècle. En fait, les premiers rapports étaient écrits par une vaste gamme d'amateurs qui étaient des administrateurs coloniaux, des militaires, des médecins, des missionnaires, des enseignants, qui s'est basé surtout sur des récoltes des objets en surface. Et malgré une diversité du milieu social, de tous ces protagonistes, ils partageaient quand même tous des théories évolutionnistes qui marquaient cette période de l'expansion coloniale, dont ils voyaient la population africaine tout en dessous de l'échelle de développement humain. Donc c'est pour ça qu'il y avait un intérêt presque exclusivement pour l'âge de la pierre au début de la discipline archéologique en Afrique. Et dans le cas des monuments, comme par exemple, vous voyez ici Great Zimbabwe, qui se trouve au Zimbabwe d'aujourd'hui, dans la Rhodésie d'autrefois, pendant la période coloniale, on utilisait des théories diffusionnistes en expliquant que ce genre de sites, ces monuments, étaient érigés par des populations qui venaient d'ailleurs. Et dans ce cas-là, on propageait une origine phénicienne. Donc, c'était les gens du Liban aujourd'hui et de la côte du Moyen-Orient qui faisaient tout le voyage jusqu'en Afrique du Sud pour ériger ces fameuses ruines. Donc, vers 1920, il y avait une institutionnalisation progressive de la discipline archéologique avec la création de musées et des institutions de recherche. Il y avait aussi les premiers archéologues professionnels qui étaient engagés
dans ces institutions, mais qui venaient pour une grande partie de l'Europe. Donc, c'était des Anglais, des Français et aussi des Belges. Là, voilà l'ouverture du Rhodes Livingstone Museum en Zambie en 1934 avec Desmond Clark, un archéologue très connu qui travaillait pour beaucoup d'années au Zimbabwe, et avec la reine Elisabeth d'Angleterre. Oh, pardon. C'était aussi le temps où s'est passé les premières fouilles systématiques. Donc, un exemple sont les fouilles de Jean Colette à Kalina Point, à Léopoldville, qui est aujourd'hui le Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et en fait, on devrait quand même mentionner que son travail était très fort apprécié parce qu'il a apporté une technique de fouille très méticuleuse et il a apporté aussi beaucoup de soins par rapport à l'analyse du matériel et ses interprétations. Donc c'était quand même un travail très important qui a été fait en 1925 déjà à l'ancien Congo belge. C'était aussi une période de grands travaux parce que ça faisait partie de l'expansion coloniale et ceci a aussi favorisé la découverte des sites et objets. Donc, par exemple, les fameuses terres cuites de la culture Nok qui étaient découvertes lors des travaux miniers au Nigeria. Et c'était aussi à la fin de la première moitié du XXe siècle, en 1947, a eu lieu le premier congrès panafricain de préhistoire, qui était un événement très important parce que ça permettait pour tous les archéologues actifs en Afrique de se rencontrer une première fois et d'échanger des données et des opinions. Voilà donc une image de tous les participants de ce premier congrès. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas beaucoup de représentants du continent. C'était bien les Anglais, les Français, les Belges. Et je pense qu'il y avait déjà 3 ou 4 Égyptiens qui participaient à cette première rencontre des africanistes archéologues. Mais même à la fin de la première moitié du XXe siècle, le point focal était encore l'âge de la pierre. Donc ça aussi, c'est très important. Donc les mentalités ont pris beaucoup de temps à changer et à évoluer. Donc vers l'indépendance, il y avait une mouvance très importante qui était lancée en fait par des historiens, des sociologues, des écrivains, des poètes, connus comme Négritude, qui se sont appropriés en fait l'histoire pour contrer les mythes coloniaux d'une Afrique ahistorique. Et donc un des figures les plus connues dans cette mouvance était Cheikh Anta Diop, qui regardait vers la vallée du Nil pour parler des origines de beaucoup de populations africaines. Son travail était quand même aussi fortement critiqué parce que lui-même, il utilisait les théories diffusionnistes propagées par les coloniaux. Donc, ce n'était pas apprécié par une vaste gamme de chercheurs et intellectuels. Mais ce qu'il a pu quand même réussir à faire, c'est démolir cette idée de l'Afrique ahistorique sans civilisation. Donc ça, c'était quand même très important comme contribution. Il y avait aussi l'archéologie qui a commencé à être enseignée dans les universités en Afrique. Donc les premiers archéologues issus du continent ont été formés. Ça aussi, c'était un développement très important. Mais la coordination de la recherche restait en grande partie dans les mains des expatriés. Sur la photo, vous voyez une image du LIFAN, qui est l'Institut français d'Afrique noire. Il a été lancé en 1936 avec un Français comme directeur et c'était un grand centre basé à Dakar
régional pour la recherche archéologique et ethnographique. Et 6 ans après l'indépendance du Sénégal, donc je pense que c'était en 1960, et en 1966, on a changé l'appellation de cette institution à l'Institut fondamental d'Afrique noire. Donc il y avait une vraie prise de conscience par rapport à l'histoire et une fierté par rapport à la culture africaine qui s'est passée à ce moment-là avec la période d'indépendance. Donc, les années 80 et 90 étaient une période très, très difficile pour l'Afrique parce qu'il était caractérisé par un surendettement massif suite à tous les travaux d'infrastructure. Et donc, le FMI, la Banque mondiale, a imposé un plan d'ajustement structurel très bouleversant pour tous les continents. Et bien sûr, ça a aussi eu des conséquences très graves sur la pratique et l'archéologique au sein des institutions. Donc, les universités étaient privées des professeurs et du matériel pédagogique. Beaucoup des enseignants sont partis vers l'Europe ou aux États-Unis pour enseigner. Donc, il y avait le commencement du fameux brain drain qui a commencé en Afrique. Il y avait un grand manque de moyens pour la conservation et le stockage de matériel dans les musées. Les publications de résultats n'étaient plus une priorité. Il y a aussi le manque de contrôle par les archéologues africains d'établir des programmes de recherche parce que toute la subvention venait encore exclusivement de l'Europe et des États-Unis. Donc, c'était plutôt les expatriés qui dictaient les thèmes de recherche et les priorités aussi de recherche. Et c'était aussi un moment où commençait un pillage effréné des sites archéologiques. Mais il y avait aussi quelques changements positifs. Il y avait le développement d'une archéologie tournée vers la mise en place et l'histoire des populations actuelles. Donc, c'était plus seulement l'âge de la pierre qui était le point focal des recherches. Il y avait l'émergence de l'archéologie sur la diaspora africaine, par exemple dans les États-Unis, très important. Des modèles locaux pour la gestion du patrimoine se sont développés aussi pendant cette période-là. Et la collaboration entre chercheurs africains et expatriés s'est diversifiée. Donc, c'était plus seulement les anciens colons qui menaient des projets de recherche en Afrique, mais aussi, maintenant, il y avait toute une nouvelle gamme des chercheurs de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Amérique qui venaient entreprendre des recherches sur le continent, qui a aussi changer le rapport entre chercheurs africains et expatriés. Il y avait aussi une promotion d'une identité indépendante de l'étude et de la recherche archéologique, dont une des figures plus importantes était Bassey Anda de Nigeria, qui est malheureusement décédé trop jeune. Donc, ça aussi, en lisant les articles de Bassey Anda, ça donne vraiment une bonne idée de la nécessité pour que la discipline soit mise dans les mains des chercheurs africains au lieu d'être dictée par l'extérieur. Tournons vers les défis actuels. Donc, l'archéologie a énormément contribué à l'écriture de l'histoire précoloniale sur l'Afrique. Et malgré tout ça, ça ne reste pas une priorité dans la politique culturelle dans beaucoup de pays. La recherche, encore aujourd'hui, est dominée pour une grande partie par les expatriés parce qu'il y a trop peu de subventions dans le continent même. Donc, la plupart de l'argent vient encore de l'extérieur. Les ressources sont dans beaucoup de pays sous-développés, voire absents. Maintenant, bien sûr, chaque pays a une situation très, très différente et propre à soi-même, mais il y a quand même une grande partie qui se voit encore dans de vraies difficultés. Il y a aussi un cadre législatif très faible par rapport à la protection du patrimoine culturel et archéologique en particulier, parce qu'en fait, une grande partie de la législation date encore du temps colonial,
qui, bien sûr, est complètement désuète pour le début du XXIe siècle et qui ne prend pas en compte les réalités de développement et réalités d'aujourd'hui. Il y a aussi une explosion de la valeur des objets d'art africains qui est accélérée par les pillages et l'exportation illégale sur des marchés européens et africains. Encore en 2011, il y avait une conférence importante qui s'est tenue à Genève sur le mémoire africain en péril, publiée en 2015 dans le Journal of African Archaeology parce que la situation est si alarmante. Aussi, il y a maintenant une violence armée qui s'est développée ces dernières années dans toute la bande du Sahel et une violence armée qui continue encore en Afrique centrale. Et ça, naturellement, aussi empêche souvent les recherches archéologiques. Et il y a les menaces par le développement infrastructurel et l'exploitation des ressources naturelles. Maintenant, il y a des centaines de projets partout sur le continent, des projets d'infrastructure parce qu'il y a un vrai besoin de routes, de barrages, de ports, ainsi de suite. Donc, c'est intéressant j'aime bien cette slide parce qu'on voit bien qu'encore en mai 2000, l'Afrique a été démontrée comme continent sans espoir par le Economist, un des journaux les plus importants sur l'économie et le business. Et 10 ans plus tard, on voit que Africa monte. Et l'Afrique monte parce qu'elle a connu le taux de croissance le plus élevé dans le monde. Et cette croissance, elle est due pour une grande partie déjà j'ai mentionné, le secteur de l'infrastructure. Parce que, encore aujourd'hui, le continent doit faire face à des grands défis, par exemple par rapport à l'énergie. Il y a 30 pays qui subissent des pénuries chroniques en électricité. Donc, l'exploitation des ressources naturelles constitue un autre élément très important à cette croissance économique. Ici, vous voyez une image de le plus grand événement d'investissement minier au monde qui se tient chaque année en Afrique du Sud. Donc, le secteur minier est colossal. Et voilà donc une image où vous pouvez voir un peu des chiffres et des investissements miniers cotés en bourse internationale. Donc, en Afrique du Sud, vous voyez 60 sociétés minières actives en Afrique, à Londres 100, au Canada 200 et en Australie 207. Et à droite, des chiffres, encore une fois, impressionnants par rapport au secteur minier. Donc tout ça pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur le continent. Mais maintenant, qui profite de cette croissance économique, c'est encore une fois une autre question. Beaucoup parlent d'une nouvelle ruée vers l'Afrique. À gauche, vous voyez une image qui montre la conférence de Berlin en 1885, pendant laquelle le continent a été divisé parmi tous les pouvoirs européens, les Italiens, les Anglais, les Français et les Belges, qui se sont pris tous un morceau de l'Afrique. Et à droite, vous voyez une couverture de Courrier international qui parle de la ruée sur l'Afrique, avec, je pense, un article spécifiquement sur le pétrole. Donc, quels sont les dispositifs réglementaires qui permettent la protection du patrimoine dans ce cadre-ci? Donc, comme partout dans le monde, chaque pays en Afrique a une législation pour la protection du patrimoine culturel, mais un grand nombre
manque de dispositifs réglementaires qui protègent les sites archéologiques dans le cadre des projets miniers et infrastructurels, à l'exception de quelques pays que vous voyez en bas. Donc la plupart des ressources archéologiques, surtout dans les phases initiales, donc la protection se fait dans le cadre des études d'impact environnemental. Parce que chaque projet d'infrastructure ou chaque projet minier d'une certaine envergure doit d'abord faire une étude d'impact environnemental pour recevoir l'autorisation ministérielle de, par exemple, le ministère de l'Environnement, pour avoir le feu vert pour la mise en œuvre de ce projet. Donc, une étude d'impact analyse les effets du projet de développement sur l'environnement naturel et humain et pour réduire leurs impacts négatifs. Et le patrimoine culturel et l'archéologie en fait partie. Donc, ces études d'impact sont mandatées par les gouvernements. Donc, il y a des législations spécifiques par chaque pays par rapport à une étude d'impact à faire et des organisateurs prêteurs. Parce que les grands projets sont, pour la plupart des cas, pas subventionnés. Ils reçoivent des prêts et des institutions financières, comme par exemple la Banque mondiale, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque africaine de développement et des organismes bilatéraux comme l'Agence française de développement. Donc, c'est eux qui obligent à leurs clients d'effectuer ces études d'impact, sinon ils ne vont pas recevoir ces prêts pour la réalisation de ces ouvrages. Donc, tous ces pays doivent se... Donc, regardons le cas de la Banque mondiale, parce que c'était en fait la première institution qui a mis en place une politique de sauvegarde environnementale. Et donc, chaque pays qui fait une demande de prêt ou de subvention doit se conformer à cette politique de sauvegarde. Donc, l'objet est de réduire les impacts négatifs et d'atténuer les impacts négatifs sur le cadre environnemental et social. Et il y a 11 critères en total. Et un de ces critères touche aux ressources culturelles physiques, connue comme la politique opérationnelle 4.11. Donc, c'est celle-là qui est importante dans notre présentation, qui stipule explicitement que le patrimoine culturel doit être pris en compte lors d'une étude d'impact et lors de tous les processus, en fait, de la mise en œuvre d'un projet de développement. Donc, la définition des ressources culturelles physiques est très holistique, proposée par la Banque mondiale, parce qu'elle ne comprend pas seulement les sites historiques et archéologiques, mais aussi des éléments naturels, comme par exemple des bosquets d'arbres sacrés, une grotte ou une montagne sacrée, et aussi des éléments qui sont en partie d'origine humaine et en partie naturelle, comme par exemple des cimetières ou des jardins. Donc ici, vous voyez maintenant un slide qui vous montre un peu des étapes différentes. Donc au début, il y a la proposition d'un projet et pour conformer aux attentes administrationnelles et législatives, il doit se conformer à des systèmes de la gestion environnementale sous la forme d'une étude d'impact environnemental qui est faite par des experts de plusieurs disciplines, parce qu'il y a tous les côtés environnement, socio-économique et culturel qui doivent être pris en compte. Et maintenant, ce qui nous intéresse dans la composante culturelle de cette étude d'impact, cette phase-là, elle comprend une recherche bibliographique et une prospection de terrain. Une fois cette première phase elle est faite, par maintenant un rapport
de tous les experts où il propose des recommandations, comment mitiger les impacts négatifs de ce projet spécifique. Et une fois l'autorisation ministérielle donnée, il y a la deuxième phase qui suit, qui comprend la mise en œuvre de ces recommandations. Et dans le cas de la composante culturelle, c'est là où se passe la planification et les exécutions du fouilles de sauvetage. Et dans le cadre des sites sacrés, il y a souvent le besoin de les relocaliser. Maintenant, ça dépend du client. S'il veut soigner son profil social, il peut y avoir un côté de valorisation qui se fait via des publications et des ouvrages scientifiques ou une création de musées ou de matériel éducatif. Donc, une chose qui est importante à mentionner, que les experts du patrimoine, donc, ils travaillent toujours étant sous-traitants des entreprises environnementales qui gèrent l'ensemble d'une étude d'impact. Donc, nous ne sommes jamais impliqués en premier lieu. On fait partie d'une vaste gamme d'experts qui contribuent à une étude d'impact globale sur un projet spécifique. Donc, il y a ici quelques logos. Il y a plein de bureaux d'études environnementales partout dans le monde. Et c'est la même chose qui s'applique pour l'Afrique parce qu'il y a un boom incroyable dans des projets d'infrastructure au moment. Maintenant, je tourne vers la pratique et j'aimerais bien vous parler du pipeline Tchad-Cameroun pour commencer, parce que c'était une des plus grandes entreprises archéologiques planifiées dans cette partie de l'Afrique. Donc, c'était des champs pétroliers au sud-ouest du Tchad. Et de ces champs pétroliers, on a construit un pipeline de 1069 km qui reliait ces champs de pétrole jusqu'à la côte camerounaise où, via un port maritime, on exportait tout le pétrole qui vient du Tchad. Donc, il y avait des prospections et fouilles tout au long de ces 1069 km du pipeline. Cet projet a été entrepris par un consortium de compagnies pétrolières internationales mené par ExxonMobil, avec l'association de Petronas et Chevron et la participation de la Banque mondiale et la Banque européenne d'investissement et aussi des gouvernements tchadiens et camerounais, naturellement. Donc, ce pipeline, vous pouvez vous imaginer, a traversé beaucoup des régions très diverses, tant de point de vue culturel qu'environnemental. Donc, le pipeline commence dans les champs pétroliers, qui est plutôt un Sahel boisé, et aller jusqu'à la côte de Kribi, qui était caractérisée par les forêts tropicales. Donc, la gestion du patrimoine était divisée en 5 phases différentes. Seulement pour dire un petit mot sur l'équipe archéologique qui travaillait sur ce pipeline, il y avait 7 archéologues qui travaillaient sur la tranchée au Cameroun. Donc, les 1000 kilomètres, presque, je pense, c'est 1000 kilomètres. La plupart de ce pipeline traverse le Cameroun, donc il y avait seulement 7 archéologues qui travaillent sur la partie camerounaise et 4 archéologues dans la partie tchadienne. Si on compare ça avec un tel projet en Europe, je pense qu'il y aura plus des archéologues engagés que ça. Malgré, il y avait donc ces 5 phases et la première était une prospection avant les constructions commençaient et tout le pipeline a été couvert par les archéologues,
naturellement à pied. Et il y avait des sondages à l'intérieur qui étaient faits. Je ne sais pas maintenant combien à chaque mètre, mais je pense tous les 100 mètres ou quelque chose fou comme ça. Ils faisaient des échantillonnages. Donc c'était un terrain très difficile. Ici, bon, vous voyez déjà une phase plus avancée avec les déboisements de la forêt, mais ça vous donne un peu une image de la densité de la végétation que les archéologues ont dû traverser. Ici aussi, oui, traverser la forêt, toujours un grand défi. Ici, vous voyez une petite image de sondage à l'intérieur. Donc, après ces prospections, il y avait tout un travail de surveillance de travaux parce qu'il y avait le déboisement, après le nivellement du terrain et le creusement de la tranchée. Donc, au total, il y avait 11 millions, je pense, c'est bien, mètres cubes de terre qui ont été bougés pendant ce projet-ci. Et tout cela a nécessité de décider rapidement comment les sites seront traités dans la tranchée. Donc, encore une fois, ici, les archéologues en vert qui supervisent les machines, et là, de plus près, qui supervisent un peu la tranchée, le creusement de la tranchée, et est-ce qu'on peut trouver des sites archéologiques, oui ou non. Et une fois un site a été trouvé, on a signalé dans cette manière très basique pour dire attention, ici il se trouve un site archéologique, donc on peut pas faire des travaux, ça doit rester pour les archéologues pour entreprendre leur fouille de sauvetage. Donc après les prospections et la surveillance des travaux, il y avait la collecte des données. Et pour ceci, on a dû décider quels sites seront fouillés. Donc, on a dû mettre un système de prioritisation sur place. Et ce système de prioritisation était basé sur des critères différents. Et les critères utilisés étaient le type de site, donc des tombes, des mégalithes, l'âge du site, la densité et variété des artefacts, le degré de perturbation et le niveau de connaissances archéologiques. Et selon ces critères, on a donc décidé si un site avait une priorité basse, une priorité moyenne ou une priorité importante. Et selon ces trois différentes catégories, on a décidé s'il y aura une intervention par les archéologues ou s'il y avait une préservation requise dans le cas des sites de haute priorité. Donc, soit le pipeline était dévié, soit son emprise était limitée ou le site était enfoui. Et si tout cela n'était pas possible, alors on décidait sur des fouilles de sauvetage. Donc ici, vous voyez les archéologues assis sur le pipeline qui sont en train de fouiller dans cette région-ci. Il s'agit de beaucoup de fosses, donc des dépotoirs. Il y a beaucoup de dépotoirs au Cameroun. Les inhumations, c'était toujours classé comme un site de grande priorité. Donc toutes les inhumations étaient fouillées. Donc en tout, on a découvert 472 sites, dont 302 au Cameroun et 170 au Tchad, dont 80 étaient fouillés et on a fait 85 datations C14 en total. Donc ici, vous voyez un peu la densité de sites archéologiques trouvés au long du pipeline. Là, on voit un peu des types de sites différents identifiés. Il s'agissait de sites de plein air, des abris sous roche, des dépotoirs et des sites de production de fer, qui avaient tout âge confondu, commençant de l'âge de la pierre jusqu'à l'âge de fer récent. Donc, dans cette région, l'âge de fer récent va jusqu'au XVIIIe siècle.
Donc la plupart étaient datés pendant les 2 derniers millénaires de notre ère. Ensuite, il y avait les analyses des données collectées avec seulement une préparation doctorale parmi tous les participants du projet. Et en 2011, il y avait la sortie de la monographie et une conférence internationale qui s'est passée à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Donc, le pipeline Tchad-Cameroun était vraiment, on peut vraiment parler du début de l'archéologie commerciale dans le sens littéraire, parce que aussi les salaires des archéologues étaient très élevés suite aux clients qui étaient ExxonMobil. Donc, mais cela, malheureusement, a créé une rupture au sein de la communauté archéologique au Cameroun, parce qu'il y avait ceux qui ont participé au pipeline et ceux qui n'ont pas participé, et c'était quand même la plus grande partie n'ont pas participé à ce projet-ci. Il s'agit bien des professeurs des universités avec un grand nombre des étudiants. Donc l'archéologie commerciale dans cette partie de l'Afrique est devenue un moyen de gagner beaucoup d'argent. Et ça, naturellement, est un grand contraste avec le développement de la profession en Europe. Parce que, oui, l'archéologie avec des grands salaires, c'était jamais vraiment... Ça ne va pas très bien ensemble, mais bon. Il y a aussi un bilan social assez lourd que j'aimerais bien quand même mentionner, parce que ce pipeline, il traverse 242 villages. Donc, il y avait une forte augmentation du sida suite à la migration de travail. Donc, vous devrez vous imaginer qu'en construction, le pipeline, toute une main-d'œuvre s'est déplacée avec la construction. Et donc, il y avait aussi beaucoup de déchets amiantes qui étaient mal gérés et qui ont eu un impact sur la santé de tous les villages autour du pipeline. Manque d'accès à l'eau potable suite à des puits de pauvre qualité, déversement d'hydrocarbures, les droits fonciers des peuples autochtones qui n'ont pas été respectés. C'est le cas des Bagieli qui se trouvent dans le sud-ouest du Cameroun. Donc, ils étaient exclus du régime de compensation des dommages causés sur leurs terres, parce qu'à chaque fois qu'il y a un cas d'un projet d'infrastructure important, il y a aussi toute une question sociale et souvent il s'agit aussi de relocaliser des villages. Donc, ces habitants sont souvent compensés avec l'argent, avec tous les arbres fruitiers qu'ils sont en train de perdre ou leur changement de profession et ce genre de cas. Et aussi, il y avait un impact négatif sur la population des poissons dans la région côtière où le pipeline a atterri. Mais c'était quand même un grand succès pour l'archéologie et aussi un grand succès pour les revenus financiers de quelques archéologues. Et suite à ça, l'ULB a eu l'idée de lancer Heritage Management Services parce qu'on voyait les opportunités qui se présentent avec l'archéologie préventive et les booms d'infrastructures en Afrique. Donc, on a lancé HMS à la fin de 2008. On m'a appelé si j'étais intéressée de reprendre la société. Et j'étais au chômage à ce moment-ci. Donc, pour moi, c'était un bon moment de me lancer là-dedans. Et donc, on avait comme objectif des études d'impact, les conceptions de programmes de gestion sur le patrimoine culturel, d'effectuer les fouilles préventives et des fouilles de sauvetage, de former des étudiants sur les techniques des études d'impact, d'organiser des conférences et aussi promouvoir
la gestion du patrimoine culturel auprès des bailleurs de fonds, parce qu'il y a encore tout un travail de sensibilisation à faire. Malgré les réglementations, ils sont pour une grande partie pas appliqués. Donc ici, vous voyez un peu le portefeuille de nos projets. On a surtout travaillé en Afrique centrale dans le cadre des projets miniers, des routes et barrages. Donc, un petit exemple de tous les projets qu'on a effectués. Et maintenant, j'aimerais vous parler d'un de nos projets dans la plus grande mine de cuivre et de cobalt dans la République démocratique du Congo, qui est connue comme Tenke-Fungurume Mining. Elle couvre plus de 1500 km², avec une production de 115 000 tonnes de cuivre et de 8 000 tonnes de cobalt par an. Le projet comprend une exploitation minière à ciel ouvert pour une durée initiale de 40 ans. Et les propriétaires sont deux entreprises américaines, Freeport-McMoRan Copper and Gold et Lundin Mining, ainsi que la Gécamine, la société minière de l'État congolais. La mine se trouve tout au sud-est de la RDC, qui est connue comme la province de Katanga. Et la province de Katanga, elle est bien connue parce qu'elle dispose d'environ d'un tiers des réserves mondiales de cobalt et d'un dixième de ses réserves en cuivre. Donc c'est la deuxième région la plus industrialisée en Afrique après l'Afrique du Sud. Sa capitale est Lubumbashi, au centre de l'image, qui est la deuxième ville de la RDC. Donc ici, vous voyez un peu le paysage de la concession minière qui est caractérisée par les collines de cuivre. Donc on voit bien les cuivres, vous voyez un peu les ombres verdâtres. C'est le cuivre oxydisé qui est visible sur la surface. Donc il y a ces collines de cuivre, il y a des forêts et beaucoup de l'agriculture qui s'est fait dans la concession minière. Donc HMS a entrepris deux évaluations du patrimoine culturel dans le cadre de l'expansion de la mine. Donc la mine a déjà existé quand nous, on est allé sur place. Elle était active depuis, je pense, 2008. Donc nous, on est venus dans le cadre de l'expansion en 2010 et 2011. Et pour ceci, on a collaboré avec l'Université de Lubumbashi parce qu'on a quand même essayé à chaque fois de collaborer avec nos collègues africains et aussi le Musée royal de l'Afrique centrale. Nous étions sous-traitants d'une entreprise sud-africaine qui était en charge de la gestion de l'ensemble de l'étude d'impact. Donc, pour couvrir autant du terrain possible, on était seulement à 5. On avait aussi 2 étudiants de l'université de Lubumbashi, donc on était très limité en ressources. On s'est concentré sur des parcelles qui avaient la plus de visibilité, et c'était les champs. Donc on marchait en quadrillant ou en suivant des lignes sur des surfaces avec peu de végétation. On s'est concentré aussi sur les zones à proximité des sources d'eau et autour des termitières pour l'identification des sites de travail de fer. Parce que souvent, dans cette région, il se peut qu'on trouve de sites métallurgiques près des cours d'eau ou des termitières. Nous avons identifié plus que 100 sites archéologiques composés de concentrations de céramique pour la plus grande partie et des sites métallurgiques. Et nous avons aussi identifié 24 sites ayant une importance religieuse, spirituelle ou culturelle. Parce que comme je l'ai déjà expliqué, on ne peut pas seulement couvrir les sites archéologiques dans une étude d'impact, mais aussi tous les sites qui ont
une importance pour la population actuelle. Donc voilà un peu du matériel. Cette région, elle est très connue pour le cuivre. Donc le cuivre, ce n'est pas seulement depuis l'arrivée des colons qu'on a travaillé le cuivre, mais depuis déjà plus que 1 million, depuis la moitié du premier millénaire AD. Donc on trouvait des creusets en terre cuite dans lesquels on faisait des croisettes en cuivre qui servaient pour la monnaie dans cette période-là, et plein de céramique de l'âge de fer ancien jusqu'à les périodes plus récentes du 19e siècle. Mais depuis l'installation de Tenke Fungurume, l'exploitation artisanale était introduite dans la concession minière qui a contribué au pillage de beaucoup de sites archéologiques pour la vente de scories. Donc, tous les sites de travail de fer, tout ce qu'on a trouvé était perturbé et pillagé, on peut dire. Donc ici, on a trouvé cette petite montagne de scories avec un grand sac de scories encore tout frais. Et je pense peut-être les gens, ils ont dû nous voir et ils sont partis, quoi. Là, vous voyez une fosse minière artisanale. Donc, oui, et ça naturellement a créé beaucoup d'antagonisme entre la société minière et la population locale pour laquelle l'exploitation artisanale est devenue une source de revenus très importante. Donc, par rapport à la législation pour la protection du patrimoine au Congo, elle est très faible. Déjà, la législation, elle dit rien sur les fouilles archéologiques. Il n'y a aucune procédure qui est mentionnée par rapport à des étapes et les procédures administratives à faire. Cependant, l'élément le plus important de ce projet spécifique était que le client adhère à la politique de sauvegarde par la Société financière internationale, qui est une sous-groupe de la Banque mondiale, en fait. Donc, la Banque mondiale, il s'occupe sur le secteur public, tous les projets qui rentrent dans le secteur public, et la Société financière internationale pour le secteur privé. Et donc, cette société financière a, comme la Banque mondiale, toute une gamme de politiques de sauvegarde, et notamment aussi pour les patrimoines culturels. Mais malgré cette adhésion à la réglementation de la Société financière internationale, Tenke Fungurume Mining n'a à ce jour pas lancé un processus d'atténuation en dépit de tous les sites que nous avons trouvés. Et c'est encore plus frustrant parce que Tenke Fungurume investit beaucoup dans son image sociale. Et il alloue 0,3% du produit net de la vente des métaux au Fonds social communautaire. Donc, depuis son lancement, les contributions au fonds s'élèvent à 22 millions de dollars américains, qui est énorme, et c'est dommage que l'archéologie n'a pas une petite place là-dedans. Donc, pendant 3 ans, j'ai vraiment fait tout un travail de sensibilisation, mais j'ai aussi essayé d'expliquer à nos collègues au Congo que sans leur appui, moi étant européenne, je peux seulement faire autant. S'il n'y a pas une voix nationale qui contribue à cette sensibilisation, je ne vais pas arriver à grand chose. Et la communication entre nos collègues au Congo, avec nous ici à Bruxelles, n'est pas évidente du tout parce que, par exemple, l'Internet ne marche, pour une grande partie du temps, ne marche pas. Et donc, même les téléphones, ce n'est pas évident de communiquer. En plus,
il y a un seul archéologue qui a un doctorat en archéologie dans tout le pays, et celui-ci il a souffert des grandes complications de santé ces dernières années, donc ce n'était pas évident de pouvoir avoir son attention pour ce projet-ci. Donc, malgré tout notre investissement, ils m'ont clairement dit à une conférence téléphonique que oui, on apprécie vos préoccupations, mais on a des choses plus importantes à gérer. Et donc, et comme ils ont investi beaucoup dans des aspects sociaux, beaucoup qui se passe en Afrique, c'est autour de la, comment on dit, poverty alleviation, de réduire la pauvreté. Donc, la culture n'a pas de place pour beaucoup de ces sociétés minières parce qu'ils sont trop occupés à développer le pays. Donc, l'image de l'Afrique reste figée de la réduction dans la pauvreté au lieu d'investir aussi quelque chose de positif comme la culture et l'histoire. Mais ce qui est très intéressant aussi maintenant de voir, ici la carte de la RDC avec toutes les concessions minières en bleu. Donc c'est quand même une région énorme. Maintenant, ça c'est une carte archéologique et faite par nos collègues au Musée royal de l'Afrique centrale qui démontre tous les sites datés en triangle et les sites où on a récolté du matériel de surface. Et maintenant, quand on transpose les deux ensemble, on voit clairement que l'archéologie se passe souvent dans les régions minières de pays. Donc, c'est seulement pour démontrer que le secteur minier pourrait être une énorme opportunité pour l'archéologie commerciale au Congo. Maintenant, je vais tourner vers un autre exemple d'un barrage à l'est du Cameroun, le barrage de Lompangar, qui constitue un des plus grands chantiers à ce moment-ci. Il est en train de se faire à ce moment-là, parce qu'il va créer une retenue d'eau d'environ 550 km² sur les cours d'eau de Lom et du Pangar. Et il va énoyer beaucoup de sites culturels qui seront touchés dans la zone d'impact. Donc, encore une fois, nous avons réalisé 2 évaluations. Dans le cadre de l'étude d'impact, nous avons couvert plus ou moins 190 km et nous avons identifié 72 sites archéologiques, 115 sépultures et 15 sites sacrés. Pour la première fois, on était une équipe de 2 personnes et la deuxième fois, c'était aussi une équipe de 2. Le gouvernement camerounais s'est engagé à suivre la politique de sauvegarde de la Banque mondiale et la Commission mondiale des barrages. Donc, pour la dernière, on peut lire un œuvre assez important, Dams and Cultural Heritage Management. Il y a tellement de barrages qui se sont faits ces dernières années en Afrique. Et la composante culturelle n'était pas du tout prise en compte, qu'il y avait une réaction des archéologues et d'autres professionnels du patrimoine qui se sont approchés à la Commission mondiale des barrages pour aussi faire tout un travail de lobbying par rapport à la préservation du patrimoine archéologique. Ici, vous voyez un peu le paysage de la région d'impact qui est caractérisé par une forêt semi-décidue, donc aussi un terrain pas du tout évident à traverser. Mais malgré ça, on a trouvé beaucoup de sites avec la poterie, les scories. Donc, il y avait aussi le travail de fer qui s'est fait dans cette région-ci. Et là, vous voyez une photo et on a bien sûr eu aussi des réunions avec les populations locales pour identifier les sites sacrés, parce que sans leur collaboration, c'est impossible de savoir qu'est-ce que c'est, où se trouvent les sites sacrés.
Donc, nous avons proposé un plan de gestion pour les ressources culturelles qui a été défendu presque lors d'une table ronde à Paris, en 2011, où il y avait les représentants de la Banque mondiale, les clients, ils étaient présents. Donc, dans ce cas, c'est Electricity Development Corporation, c'est une structure gouvernementale camerounaise qui s'occupe de tous les projets énergétiques du pays, et les experts qui ont participé à l'étude d'impact. Et on a proposé des mesures d'atténuation comme des exhumations de sépultures et les transfèrements dans d'autres sites. Les cérémonies traditionnelles qui doivent faire partie de toute cette relocalisation de sépultures et aussi des sites sacrés, prospecter les sites qu'on n'a pas pu couvrir pendant nos prospections, des fouilles de sites archéologiques importants, la surveillance des travaux, les consignes aux entreprises pour la protection des sites, de donner peut-être des petites journées de formation aux gens qui roulent les machines qui creusent les tranchées et tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire l'archéologie, comment identifier des sites. Il y avait aussi toute une composante de renforcement des capacités auprès du ministère de la Culture, la réouverture du laboratoire archéologique à Yaoundé et une vitrine d'exposition au Musée national. Et tout ça était accepté par les clients et la Banque mondiale, donc c'était pour nous un grand succès. Donc en 2012, il y avait un appel d'offres international pour la réalisation du sauvetage archéologique dans l'emprise du projet, pour lesquels nous avons participé avec 2 partenaires camerounais. Un partenaire est un groupement des archéologues, des jeunes archéologues qui sont bien formés dans l'archéologie préventive, et un de nos partenaires, c'était vraiment pour l'aspect financier du projet, parce que comme il s'agit d'un projet de 3 ans, nous avons dû disposer de fonds propres spécialement pour lancer tout ce projet, parce que ça prenait autant de mois qu'envoyer les premiers paiements. Et en 2014, il y avait le lancement du projet. Mais malheureusement, parce que les délais de paiement n'ont pas été respectés et la gestion financière n'était pas du tout transparente, nos ressources financières se sont épuisées et on était obligé de fermer HMS en novembre 2015. Mais il y avait aussi la démission de plusieurs collègues camerounais, parce que ce n'était pas seulement un cas de problématique entre nous, HMS à Bruxelles, donc les Blancs et nos collègues africains, mais il y avait aussi pas mal de ruptures de confiance et plusieurs collègues au sein de l'équipe. Donc aussi parmi les collègues camerounais, ça ne se passait pas bien. Donc le projet continue encore. Il y a, je pense, 3 archéologues sur place avec quelques étudiants, mais HMS n'en fait plus partie et nous avons fermé les portes. Ceci m'amène maintenant au dernier chapitre, les défis et perspectives. Donc, un des défis est qu'il y a encore une absence d'un marché établi. Ça veut dire que nous, comme archéologues ou experts du patrimoine, ne sommes pas encore dans la situation de répondre indépendamment à des appels d'offres, parce qu'ils n'existent pas pour une grande partie. On est toujours des sous-traitants d'autres bureaux d'études d'impact qui gèrent toutes les études dans ce cadre-là. La législation elle est encore désuète dans beaucoup de pays qui ne facilitent pas d'avancer les choses. Et aussi, il y a une grande diversité des acteurs
qui naturellement aussi est un grand défi parce que communiquer entre des ministères, des bailleurs de fonds, des sociétés minières, des universitaires, on doit à chaque fois changer un peu son discours qui n'est pas évident. Aussi, il y a un réel besoin d'avoir l'appui et l'implication de nos collègues sur place parce que sans eux, les choses ne vont pas avancer pour le mieux. Aussi, c'est très difficile d'avoir accès aux informations parce que, par exemple, dans le cas de HMS, ici à Bruxelles, on est très loin de réalité parce que beaucoup de ces projets se font dans les couloirs des différents ministères et tout ça. Et jusqu'à ce que ça devienne public, c'est déjà toute une période importante. Il y a déjà d'autres bureaux d'études qui ont des dépendants sur place qui se sont déjà positionnés par rapport à ces projets-ci. Et donc, peut-être sans collègues sur place, c'est souvent très difficile d'avoir accès à des informations importantes. Il y a aussi encore une grande, ignorance par beaucoup de bureaux d'études envers notre travail parce qu'à chaque fois, par exemple, on a fait appel à HMS. C'était une petite bataille pour les convaincre qu'on ne puisse pas faire un tel travail tout seul parce que pour la plupart du temps, ils voulaient m'engager moi tout seul et je les expliquais, écoutez, du point de vue sécuritaire, moi, je ne peux pas me balader tout seul en brousse, même si je tombe bêtement, j'ai besoin de mon collègue qui sera là en cas de difficulté. On ne peut pas faire ça tout seul. Et déjà, si vous imaginez des zones à couvrir qui sont énormes, déjà à deux, ça semble ridicule. Donc, il y a aussi un vrai besoin de formation aux pratiques des études d'impact, parce que c'est bien d'avoir de vouloir pousser cette discipline, de faire avancer cette chose, mais sans ressources présentes et sans la connaissance sur des fouilles préventives, c'est très difficile de les réaliser. Donc, il y a encore un grand besoin de formation, je pense. Aussi, il y a le danger que la rentabilité prévale sur la qualité du travail. Je m'imagine maintenant, après quelques séminaires de l'archéologie préventive, vous avez dû parler de cette composante-là aussi, parce que en Europe et aux États-Unis, souvent, c'est fait dans des conditions de profit. On n'a pas assez du temps, donc souvent, la qualité du travail scientifique peut être compromise. Il y a aussi, comme nous avons vu dans le cas de Lampangar, une provocation de conflits. Donc, ça aussi, c'est un aspect assez important à prendre en compte. Mais il y a aussi des perspectives quand même, parce que l'archéologie préventive nous permet de découvrir des sites dans des régions qui sont difficilement accessibles. Parce que si ce n'était pas pour ces projets d'infrastructure et non du secteur minier, les archéologues n'iront jamais dans ces régions-ci parce que déjà l'archéologie africaine est toujours faite sur des budgets très limités. Donc l'accès à ces régions est très prometteuse. Il y a aussi une prise de conscience par la communauté archéologique parce qu'il y a encore un tel travail de sensibilisation à faire. Par exemple, maintenant, dans le cas de l'Afrique, il y avait beaucoup, cette année, un grand travail sur d'augmenter le site inscrit sur la liste du patrimoine mondial pour un peu amener l'Afrique en avant aussi sur ce plan-ci. Mais même ces sites-là ne sont pas protégés par des sociétés minières parce qu'il y a, plus que la moitié des sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial sont aujourd'hui menacés par les travaux d'infrastructure.
il y a une prise de conscience de la culture dans les stratégies de développement. Parmi les acteurs se trouve l'Union européenne et les Nations unies, et même qu'il s'agit, on pourrait dire, pour beaucoup de pourparlers, mais pour nous, c'est un outil très important pour convaincre des décideurs sur l'importance de la culture dans les stratégies de développement. Moi, je pense que l'archéologie préventive en Afrique est une piste pour engager plus les archéologues avec les réalités des communautés locales, parce que aussi encore l'archéologie n'a pas encore une image importante parmi la population. Et en faisant des études d'impact, ça nous approche avec la population locale et nous permet vraiment un échange et aussi voir dans quelle mesure eux, ils aimeraient voir des sites préservés. Bon, il y a la création d'emplois qui est naturellement pas négligée. Comme en Europe et aux États-Unis, l'archéologie préventive a vraiment démontré que ça peut être une piste, une réalité alternative à l'université et à la recherche pour les jeunes archéologues. Mais bon, il y a encore un grand travail à faire pour ça. Et je pense que notre génération et les plus jeunes, on est tous face à transformer maintenant des défis en opportunités suite à la crise économique qui nous touche partout. Donc, on est obligé à trouver des voies alternatives pour continuer notre travail dans l'archéologie et aussi maintenant, dans mon cas, dans l'archéologie commerciale. Donc, de trouver des sources alternatives. Et pour ceci, j'ai quand même l'idée de lancer bientôt un ASBL, Groundworks, qui va continuer le travail qui a été commencé avec HMS et aussi de diversifier un peu notre travail dans ce sens-là. Merci beaucoup.